Alors bonjour tout le monde et bienvenue à notre septième épisode de notre balado L'état du monde en ma compagnie Jocelyn Coulon, comme d'habitude. Jocelyn, comment ça va? Bonjour, bonjour. Oui, ça va très bien, très bien. Bon, mais cette semaine, on a une partie entrevue qui va aussi déborder hors du texte de la semaine, donc avec notre invité de la semaine, Yvan Clich. Jocelyn, je vais te laisser présenter notre invité. Et puis, Très bien, par la suite, Monsieur Clich va nous présenter son texte pendant quelques minutes. Puis ensuite, on va discuter politique énergétique, les impacts sur la géopolitique, les terres rares, les minéraux critiques. Des questions très, très, très passionnantes dont malheureusement, on ne discute pas suffisamment dans les médias. On va essayer de pallier à ce manque-là cette semaine. Alors, Jocelyn, je te très cède bien. la parole. Merci Jean-François. Bonjour à Yvan. Alors, transparence complète, je connais Yvan Clich depuis 1980, c'est-à-dire lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois en sciences politiques à l'Université de Montréal. Alors, Yvan est justement un diplômé de l'Université de Montréal, mais aussi de l'Université Concordia. Il est actuellement fellow, chercheur au Cérium de l'Université de Montréal et il planche sur les questions énergétiques. Il a travaillé à l'Hydro-Québec, mais aussi à la Banque africaine de développement. Donc, il a une expérience locale, mais aussi une expérience internationale et toujours sur ces questions énergétiques. Enfin, il est l'auteur d'un ouvrage sur la géopolitique de l'énergie intitulé Jusqu'à plus soif aux éditions Fides, un livre qui a connu un beau succès de librairie lorsqu'il est sorti en 2022. Donc aujourd'hui, Yvan va nous parler du texte qu'il publie sur le blog du Corim et qui s'intitule Le contexte mondial chamboule la situation énergétique du Québec. Le lien du texte, pardon, sera aussi sur notre podcast lorsqu'il sera mis en ligne. Et donc, je donne à Yvan euh, à peu près 5 minutes pour résumer sa thèse et ensuite, on va le relancer avec nos questions. Vas-y, Yvan. Alors, merci à vous deux pour cette belle invitation. Donc, le texte veut donner une explication au basculement qui s'est produit dans le milieu énergétique depuis 2 ans et qui a vu tous les exploitants de réseau, dont Hydro-Québec, voir la demande en électricité exploser pour des projets de batterie, pour des projets d'hydrogène vert, de croissance économique des entreprises locales. Ce basculement, en fait, a laissé beaucoup de monde dubitatif parce que ces dernières années, les entreprises d'électricité dans les pays riches ont toutes mentionné dans leur plan d'approvisionnement qu'il y avait une croissance assez anémique de la demande maintenant et pour le futur et qu'ils disposaient de surplus d'électricité importants qui pourraient être écoulés auprès de clients actuels ou d'entreprises étrangères. Alors, tout cela est intervenu bien rapidement, en effet. Donc, j'ai voulu aller plus loin pour comprendre la combinaison de facteurs pouvant expliquer ce revirement fort inattendu. Le premier facteur sur lequel je me suis pensé, c'est la croissance des énergies vertes, surtout solaires, éoliennes et des batteries, dont les prix ont radicalement chuté depuis 10 ans, grâce à une mise à l'échelle de la Chine, d'ailleurs, principalement. Avec cette baisse des prix, les gouvernements ont pu être plus ambitieux dans leur objectif de décarbonation, ce qui a créé une mouvance favorable aux efforts envisagés pour réduire les gaz à effet de serre. Un autre facteur majeur, ça a été bien sûr l'invasion russe de l'Ukraine. Cette invasion et la coupure d'approvisionnement de gaz de la Russie vers l'Europe. Le vieux continent, on le rappelle, dépendait de plus de 40 de la Russie pour son approvisionnement en gaz. On le sait, suite à cette guerre non voulue par l'Ukraine, les prix de l'énergie ont explosé et ont entraîné une inflation mondiale qui a fait bien du mal aux consommateurs et aux entreprises. Et l'invasion russe nous a rappelé les dangers d'une dépendance extérieure en matière d'approvisionnement énergétique. Cette invasion a bien sûr rehaussé l'importance de la sécurité énergétique dans l'échelle de priorité des États, donné aussi un élan aux énergies renouvelables parce que les énergies renouvelables sont par essence des énergies locales qu'on n'a pas besoin d'importer.
Elle a aussi créé un contexte plus favorable pour l'adoption aux États-Unis de l'Inflation Reduction Act à l'été 2022, qui contient des mesures très généreuses pour mousser le développement des énergies bas carbone. L'Europe et le Canada ont été obligés de suivre avec des mesures tout aussi généreuses pour voir leur entreprise, pour éviter de voir leur entreprise quitter le territoire et investir aux États-Unis à la faveur des mesures fiscales généreuses qui sont maintenant déployées. Autre facteur, les effets plus visibles, on l'a vu, et dévastateurs des changements climatiques. Ça a aussi joué un rôle. Les inondations accrues, la sécheresse, les feux de forêt, les records de chaleur qui sont survenus ces 2, 3 dernières années. Devant cela, les manifestations climatiques, notamment des jeunes, ont bien davantage interpellé les décideurs. Un autre facteur contributif expliquant ce passage d'une ère à une autre, on assistait à une hausse marquée des engagements carboneutres à l'horizon 2050 de la part des États, des entreprises. Comme la transition énergétique, c'est une transition vers l'électricité propre, les entreprises se sont tournées vers les exploitants de réseaux d'électricité pour maintenant mettre en place des plans de remplacement de leur production à travers des énergies fossiles. Et ils ont donc soumis des demandes de raccordement aux opérateurs d'électricité qui ont totalisé des milliers de mégawatts. Résultat, avec la combinaison de tous ces facteurs, compétitivité des énergies renouvelables, invasion russe et hausse des prix de l'énergie, politique industrielle pro-énergie renouvelable des pays riches, effet plus visible des changements climatiques, manifestations climatiques des jeunes à travers le monde et les engagements carboneutres, ben, les entreprises d'électricité ont vu les demandes en mégawatts augmenter en flèche et donc ils se sont retrouvés avec le besoin d'augmenter significativement et dans un laps de temps assez court leur production, d'étendre le réseau de transport et de distribution. Au Québec, c'est un astronomique 180 milliards de dollars qui sont donc prévus à cette fin par Hydro-Québec d'ici 2035 pour couvrir ses besoins liés à la décarbonation et à la croissance économique. Voilà. Très bien. Merci, merci Yvan. En lisant ton texte, j'ai bien compris que le Québec était bien positionné dans la compétition sur la transition énergétique et qu'on était un leader dans la production de l'électricité et de l'électricité propre, finalement, de l'énergie propre. Mais est-ce que le pétrole va rester le carburant principal de l'économie mondiale et en particulier des économies occidentales? Parce que finalement, le Québec est au Canada et une partie du Canada, en tout cas dans l'Ouest canadien, on compte beaucoup sur les énergies fossiles. Est-ce qu'on s'en va vers un schisme entre les deux parties du Canada ou comment tu vois ça? Ben, Justin, c'est une excellente question parce que moi, je suis beaucoup l'actualité en Alberta et dans les provinces productrices de pétrole. Et je suis toujours un petit peu frappé par les deux mondes là, qui se sont créés entre justement les régions productrices de pétrole et les régions non productrices. C'est la même chose aussi, je dirais, aux États-Unis, quoique de façon moins clivante, parce qu'il y a quand même un soutien beaucoup plus large aux États-Unis pour la production pétrolière, parce qu'il y a une trentaine d'États qui en produisent. Donc, c'est beaucoup plus OK. dispersé qu'au Canada. Alors oui, effectivement, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de voir que l'Alberta est complètement engagé dans le développement de son industrie fossile. Il n'y a absolument pas de volonté de dire, ben, écoutez, on va nous se couper d'une grande partie de notre base économique pour les objectifs de décarbonation. Oui, l'industrie veut décarboner sa production là, en utilisant davantage d'électricité, mais elle ne veut pas abandonner la partie et tout le monde dit en Alberta que si nous, on ne le fait pas, ben, d'autres vont prendre notre place. Alors, il y a vraiment effectivement cette dichotomie. Il y a clairement encore un soutien important à l'industrie fossile, alors que nous, on ne parle que de décarbonation. Maintenant, quant à l'importance du pétrole et de l'industrie pétrolière, moi, je suis toujours attiré dans mes recherches par les angles morts dans le secteur énergétique et il y en a beaucoup. On n'en parle presque plus du pétrole au Québec, mais le pétrole et le gaz, c'est quand même 10 milliards de dollars d'importation. C'est la moitié à peu près de notre déficit commercial. Donc, ça compte encore beaucoup dans notre économie. La moitié de l'économie québécoise est encore basée sur les industries fossiles. Le pétrole reste la commodité la plus échangée au monde. C'est très largement la commodité la plus importante encore. Euh, Maintenant,
là où il y a là où il y a un débat et un débat qui anime les milieux de l'énergie, c'est cette dichotomie maintenant qui s'opère entre les prédictions de l'Agence internationale de l'énergie et de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'Agence internationale de l'énergie dit, elle, on s'en va véritablement vers un pic de la consommation de pétrole dès cette décennie, donc dans la décennie 2020, alors que l'OPEP la voit beaucoup plus loin, là, largement dans les années 2030. Donc, il y a cette dichotomie-là là, qui nous habite et qui fait en sorte que ça crée beaucoup d'incertitudes sur ben, justement quel sera le rôle du pétrole au cours des prochaines années. L'OPEP le voit encore comme fondamental et très importante, notamment dû au fait que les pays en développement sont en croissance démographique et en croissance économique, corrélation directe entre l'énergie, la consommation énergétique et le niveau de vie. Donc, eux se disent, on a encore un bel avenir, alors que l'Agence internationale de l'énergie a plutôt un discours que, ben, on approche un peu de la fin. Ceci dit, je termine là-dessus, même si on approche d'un pic, le PIC, de la consommation pétrolière, ben, on prévoit quand même que le déclin va être relativement lent. Donc, il va y encore avoir beaucoup de pétrole consommé dans l'économie mondiale dans les années 2050. Mhm. Je voudrais te relancer sur le Québec et sa production, évidemment, d'électricité. Euh, est-ce que le fait qu'on devient finalement un leader dans ce domaine nous place bien face aux États-Unis? Parce que tu mentionnais que les États-Unis sont maintenant autosuffisants en énergie, euh, finalement, et une partie de cette énergie, elle repose quand même sur le pétrole et le gaz. Est-ce que le Québec électrique veut dire plus d'ouverture vers les États-Unis? Oui, absolument. Bon, on va rappeler peut-être que les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole au monde. C'est quand même une donnée absolument majeure. Elle dépasse l'Arabie saoudite et dépasse la Russie. Donc, très largement maintenant un joueur dominant, le plus grand exportateur de gaz liquéfié au monde. Donc, les États-Unis ont complètement basculé à partir des années 2000 d'une nation qui était très dépendante en énergie fossile, qui produisait localement, mais qui voyait ses importations augmenter en pétrole et en gaz. On pensait même qu'on allait manquer de gaz aux États-Unis, donc on était en train de construire des terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié à une situation complètement 180 degrés, un basculement total. Les États-Unis sont devenus une grande puissance fossile et ça, je pense que pour les experts de politique étrangère, c'est une donnée qui, à mon avis, qui n'est pas souvent mise sur la Ouais, table. C'est quand même ouais. important pour la puissance américaine de savoir que c'est la plus grande puissance fossile maintenant au 21e siècle. Maintenant, pour le Québec, bien sûr, parce que les États-Unis veulent quand même se décarboner malgré tout. Les États qui sont dans leur pourtour du Québec, ben, ce sont des États qui sont très agressifs dans leurs objectifs de décarbonation et ils ont pas leur capacité hydroélectrique beaucoup plus faible que le Québec a déjà été exploitée. Donc, ils se fient sur l'énergie éolienne et solaire pour se décarboner, mais aussi sur l'électricité québécoise qui, elle, est déjà décarbonée. Donc, deux choses. Premièrement, énergie solaire et éolien, c'est de l'intermittence. Donc, il faut de l'énergie de base pour pallier aux carences de production, puisque ces énergies-là ne peuvent pas produire tout le temps. On le sait, quand il n'y a pas de soleil, pas d'énergie solaire, quand il n'y a pas de vent, pas d'énergie éolienne. L'hydroélectricité, avec les réservoirs que nous avons, la beauté, c'est qu'on peut toujours tout produire en base, donc combler les déficits de production de ces énergies renouvelables. Et les Américains, dans le pourtour, se fient effectivement à Hydro-Québec pour pallier éventuellement pour pallier à ces carences de production. Puis l'autre aspect également, ben, c'est que on a le Québec des contrats à long terme là, avec les États voisins et ce sont des contrats qui sont importants, ils ne sont pas marginaux. Ils sont très importants dans leur objectif d'atteindre les objectifs de décarbonation qui se sont donnés pour les années 2040-2050. Ils comptent sur cette électricité québécoise pour rencontrer leur objectif de décarbonation. Donc, oui, effectivement, le fait que nous ayons de l'hydroélectricité nous positionne de façon très avantageuse auprès des États du Nord-Ouest. J'avais aussi commis justement un article, Jocelyn, tu t'en souviens, pour le Bloc du Corim, où je disais aussi que cette électricité-là, c'est pas juste un bien économique, c'est aussi un poids politique du Mhm. Québec. Ça ajoute au poids politique du Québec auprès des États du nord-est des États-Unis. Donc, Mhm. oui, nous avons un avantage. Maintenant, je vais terminer là-dessus. La différence, je dirais maintenant, le nouveau contexte,
dans laquelle nous sommes plongés depuis 2 ans, qui fait l'objet du texte justement qui a été mis en ligne par le Corim, c'est que ben, on a aussi besoin maintenant pas mal plus de cette électricité-là nous-mêmes pour nos objectifs de décarbonation. Donc, cette énergie qu'on avait beaucoup en surplus, cette électricité qu'on avait beaucoup en surplus, ben maintenant, les surplus se sont beaucoup atténués et on doit nous-mêmes utiliser cette électricité pour remplacer la moitié de notre économie qui est encore basée sur des énergies fossiles. Ceci dit, je pense qu'on reste quand même pour les Américains un allié de taille et d'importance pour leur objectif de décarbonation. Jean-François. Je rappelle aux auditeurs que le texte est disponible sur le site blog.corim.qc.ca. Euh, donc moi, je vais d'abord poser des questions sur le contexte québécois avant de poser des questions sur le contexte international. Euh, D'abord, une question peut-être qui va intéresser nos auditeurs. Est-ce qu'Hydro-Québec, au cours des 50 dernières années, est-ce que la compagnie a su être clairvoyante? Est-ce qu'elle a su être en mesure de percevoir ce qui était sur le point de se développer, en fait, ce qui se développe maintenant? Est-ce qu'on a négligé les infrastructures au point où elles sont aujourd'hui, je dirais pas en décrépitude, mais peut-être pas adaptées aux besoins actuels? Est-ce qu'Hydro-Québec a été en mesure de prévoir le développement de barrages supplémentaires qui vont pouvoir assurer la satisfaction de la demande à court terme puis à moyen terme? Parce que ben, je pose la question parce que le contrat à Churchill Falls va prendre fin. Rappelez-moi en quelle année? 2041. En 2041. En 2041, puis Churchill Falls, ça représente un pourcentage de production d'électricité, 15 d'hydroélectricité. 15 de la production du Québec. 15%. Donc, on s'entend qu'en 2041, les Terre-Neuviens ne vont pas renouveler le contrat avec les critères d'origine. Donc, à ce moment-là, c'est quoi le risque si Hydro-Québec, au cours des essentiellement les 15 prochaines années, n'est pas en mesure de mettre à niveau son système d'infrastructure puis de produire la quantité d'électricité suffisante pour satisfaire à la demande? Quels sont les risques en 2041, lorsque le contrat de Churchill Falls va prendre fin, qu'on puisse se retrouver devant, ce qu'on peut utiliser l'expression, une pénurie d'électricité? Euh, J'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Ben, en fait, ça aussi, c'est une excellente question. Et évidemment, à Hydro-Québec, on est parfaitement conscient de tout ça. Donc, deux choses. Premièrement, pour je dirais, la prévision là, du phénomène de transition énergétique et le basculement qu'on a vécu justement au cours des 2 dernières années vers une demande plutôt anémique à une demande extrêmement importante dans la demande et les besoins en électricité. C'est sûr que pour la plupart des compagnies d'électricité qui faisaient face à une demande donc en faible croissance, je dirais les départements de planification stratégique ont été dans bien des cas réduits à peau de chagrin. Les gens se disaient, bon, de toute façon, on a une demande d'environ 0,5-1%, on va améliorer la performance de nos équipements, on va faire peut-être des réhabilitations, on va faire peut-être des ajouts de production à certains équipements actuels, mais on n'a pas besoin vraiment de se lancer dans des grands projets d'équipement pour combler la demande. Donc, Hydro-Québec a été, je dirais, dans cette mouvance-là, avec département de planification stratégique réduit à peu de personnes et comme la plupart des compagnies d'électricité, n'a pas vraiment entrevu ce basculement qu'on est en train de vivre. Maintenant, quant à la question effectivement de l'augmentation de la production, oui, c'est un programme extrêmement ambitieux ce que s'est donné le Québec. Donc, on va augmenter la production, on va faire des réhabilitations, on va faire des ajouts de production aux équipements existants, on va faire de l'efficacité énergétique. On va également développer de nouveaux équipements, notamment éoliens. Il va y avoir aussi un parc solaire, probablement aussi, on l'espère, des développements hydroélectriques, mais qui vont nécessiter l'assentiment des communautés autochtones. Et nous, la différence par rapport aux autres réseaux, c'est qu'on est dans une situation un peu particulière, c'est qu'on a 15 de notre production d'électricité qui vient d'un territoire voisin, Churchill Falls, donc situé dans le Labrador, donc province de Terre-Neuve. Ce contrat-là roule depuis 1969 à un prix extrêmement bas et qui contribue bien sûr à la compétitivité des tarifs québécois. Et ce contrat-là va prendre fin en 2041. Or, pendant plusieurs années, moi, quand j'étais à Hydro-Québec, ben, on y pensait très peu à ce contrat-là. On se disait, bon, c'est dans 2041, c'est dans longtemps. Or, ce qui est assez
ce qui est assez important, c'est que si on veut, effectivement, si on n'arrive pas à une entente avec Terre-Neuve pour le renouvellement de ce contrat-là, ben, comme une centrale hydroélectrique, ça prend 10 à 15 ans de la conception à son exploitation. C'est maintenant Mhm. qu'il faut penser à la remplacer. Donc, ce remplacement-là, il y a quelques années, n'aurait pas été aussi urgent parce que la croissance était faible, mais là, comme la croissance est forte, ben, on est dans un tout autre contexte où ça devient absolument important, urgent, stratégique qu'on ait une entente avec Terre-Neuve pour s'assurer de cette production qui correspond, comme je l'ai mentionné, à 15 de notre consommation. Alors, maintenant, donc les négociations, moi, j'en suis à peu près convaincu, sont commencées. Je suis aussi à peu près convaincu qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas trop que ce soit sur la place publique, mais c'est sûr qu'il va falloir que dans un échéancier de quelques années, Hydro-Québec ait l'assurance qu'on puisse effectivement remplacer cette production-là. Parce que si on ne peut pas le faire, si on ne peut pas s'entendre, ben c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à des équipements pour les remplacer. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Moi, j'ai un très haut niveau de confiance qu'on arrive à une entente parce que, d'une part, Hydro-Québec en a besoin, et d'autre part, Terre-Neuve n'a pas non plus pléthore de clients là, pour vendre cette électricité-là. Et le meilleur client que vous ne pouvez pas espérer, le meilleur, c'est Hydro-Québec. Parce que ce n'est pas une mine. Terre-Neuve a dit, ah, on va vendre ça à des mines. Ben, je regrette une mine, on le sait, là, c'est très cyclique, là, ça va, ça vient. Les mines peuvent disparaître. Hydro-Québec ne disparaîtra pas. C'est un client qui va acheter pour très, 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 très longtemps cette électricité-là. C'est une compagnie d'électricité. Il ne faut pas oublier qu'Hydro-Québec aussi est actionnaire minoritaire, mais quand même actionnaire de Churchill Falls Corporation. Donc, moi, je pense que toutes les conditions sont en place pour s'entendre. Maintenant, le grand enjeu, c'est bien sûr le prix. Euh, ben, c'est sûr qu'on va passer d'un prix du 20e siècle à un prix du 21e siècle, donc ça va être certainement une hausse importante, mais il faut que ce soit une hausse qui soit satisfaisante à la fois pour Hydro-Québec et ses clients, parce que ça va quand même contribuer à un impact, ça va être un impact tarifaire. Et par ailleurs, il faut aussi que Terre-Neuve y trouve son compte en mettant, on l'espère, un peu de côté les émotions qui sont présentes, parce que oui, il y a une certaine rancœur des Terre-Neuviens envers les Québécois, mais ça, il va falloir mettre ça de côté, que ce soit les chiffres qui parlent et qui dominent la conversation. Moi, j'allais dire des tarifs plutôt du 19e siècle, ce qu'on paie pour parce que grâce à ces tarifs-là, c'est en grande partie, c'est une raison pour laquelle Hydro-Québec est rentable, fait des profits. Le renouvellement de ce contrat-là, c'est sûr que ça va avoir un impact aussi sur la rentabilité d'Hydro-Québec. Peut-être une autre question. Il y a quelques années, on a fermé définitivement Gentilly 2. Ici, dans la région où je me trouve, en Asie centrale, il y a 2 semaines à peine, il y a eu un référendum ici au Kazakhstan. On a demandé à la population s'ils souhaitaient l'ouverture de la première centrale nucléaire dans le pays. Les gens ont voté à hauteur de, je crois, de 65% en faveur. Puis c'était une question qui était c'était une question très émotive parce que le premier test nucléaire soviétique a eu lieu sur le territoire du Kazakhstan. Il y a toute une partie du territoire qui est contaminée pour des centaines d'années dans l'est du pays. Et le Kazakhstan a été le premier pays post-soviétique, après l'effondrement de l'Union soviétique, à se débarrasser volontairement de ces missiles nucléaires. Donc, ça a été vraiment un élément marquant il y a plus d'une trentaine d'années, au moment de l'indépendance du pays. Le pays a fait le vœu de se dénucléariser complètement. Puis ça a été massivement accepté par la population. Et là, maintenant, ben, il va y avoir au cours des 10 prochaines années l'ouverture d'une première centrale nucléaire. Puis les raisons qui sont invoquées, c'est tout simplement, il y a une hausse formidable de la demande en matière d'électricité. Donc, la population est grossie aussi, hein. Je disais avant le début du podcast, le taux de natalité est très élevé ici. Mais peut-être un lien aussi avec la situation au Québec. Un autre élément, c'est aussi les crypto-monnaies. Le minage des crypto-monnaies est extrêmement important ici au Kazakhstan. Ça exige une consommation d'électricité absolument formidable. Et c'est l'autre argument qui a été mis de l'avant par le gouvernement pour justifier l'ouverture de cette centrale nucléaire-là. Donc, est-ce qu'on pourrait s'attendre peut-être au 21e siècle, au Canada ou peut-être moins au Québec, mais ailleurs en Occident, à un renouveau de l'industrie nucléaire comme moyen efficace, carboneutre
bon, en termes de production de gaz à effet de serre, le nucléaire, c'est une production zéro. Évidemment, la question du traitement des déchets, qui est évidemment une autre question. Est-ce qu'on pourrait s'attendre jusqu'à la fin du siècle? Est-ce qu'il y a une croissance de la demande en matière d'énergie nucléaire? Est-ce que ça pourrait être le cas au Québec? Et puis, en parallèle à ça, le cas des crypto-monnaies, le minage ici au Kazakhstan, on sait que les serveurs d'intelligence artificielle, le traitement de données, ça consomme énormément d'électricité. Donc, est-ce que c'est dans les plans d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, en fait, est-ce qu'ils savent que ça pourrait être un avantage comparatif de la part du Québec d'être en mesure de pouvoir accueillir ces serveurs-là? Et si c'est pas le cas, ben, le Québec se priverait d'une plus-value absolument fondamentale dans l'économie mondiale de la quatrième révolution industrielle dans laquelle on est déjà entré de plein pied. Oui, ben en fait, effectivement, la question du nucléaire, ça revient vraiment, c'est au cœur des débats dans le milieu de l'énergie. Clairement, l'industrie nucléaire sent qu'elle a maintenant un vent de dos, alors qu'elle a fait face à un vent de face pendant plusieurs années. Alors, l'industrie nucléaire, je dirais, voici un petit peu le topo. Le grand problème de l'industrie nucléaire est le suivant, des projets qui ont coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que prévu et qui ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs que prévu. Alors, à peu près tous les dernières centrales nucléaires qui ont été mises en exploitation dans le monde ont largement dépassé les budgets qui avaient été initialement prévus et les échéanciers. Donc, l'industrie nucléaire fait face clairement à un problème de crédibilité. Elle le sait. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Puis l'autre enjeu, évidemment, c'est toujours cette question des déchets nucléaires. Qu'est-ce qu'on en fait et où on les stocke de façon sécuritaire, puis en obtenant l'assentiment de la population. Ceci dit, ça, c'est deux grands revers de l'industrie. Mais l'industrie a aussi de grands avantages. Et le premier, c'est qu'elle produit de l'énergie en base. Donc, ce n'est pas d'une énergie intermittente, c'est une énergie qui peut fournir de l'électricité de manière continue, un peu comme de l'hydroélectricité avec réservoir. Donc, ça, c'est un grand avantage. Puis l'autre avantage majeur, c'est que c'est une énergie qui est décarbonée. Alors, ça aussi, dans le contexte actuel, c'est véritablement un avantage marqué pour l'industrie. Maintenant, l'industrie, ce qu'elle fait maintenant, elle met tous ses espoirs dans une nouvelle technologie et notre voisin, l'Ontario, mise justement là-dessus. C'est ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires. Alors, étant donné que l'industrie a compris qu'elle avait un problème de crédibilité, que les budgets étaient toujours dépassés, etc., et chaque centrale était un petit peu unique en elle-même, elle s'est dit comment on peut solutionner ce problème-là. C'est par une certaine forme de réplicabilité des technologies vont être utilisées. On va un petit peu, là, je vais faire image, prendre le modèle IKEA. On va faire des centrales modulaires qui pourront presque être produits là, avec les mêmes procédés de manufacturiers et des centrales beaucoup plus petites. Donc, avant, on parlait de centrales de 1200 mégawatts. Maintenant, l'industrie met sur des centrales de 300 mégawatts qui pourront être répliqués, réutilisés, reformatés à peu près de la même façon selon les différents endroits où ça sera utile. Et de cette façon-là, pense-t-on, espère-t-on, on va réduire donc les échéanciers et on va rentrer dans les paramètres budgétaires qui avaient été initialement prévus. Et c'est vraiment le grand espoir de l'industrie, c'est d'utiliser maintenant cette nouvelle technologie pour refaire sa place dans l'échiquier énergétique mondial. Et c'est très concret parce que l'Ontario mise complètement sur cette technologie-là. L'Ontario a dit qu'elle se lance dans les petits réacteurs modulaires et a commencé dans cette technologie-là. Et pour elle, l'équivalent de son hydroélectricité pour le Québec, ça va être les petits réacteurs modulaires qui vont l'aider à rencontrer ses objectifs de décarbonation. Alors, c'est un peu aussi ce vent de dos là, auquel fait face l'industrie nucléaire. Donc, il y a une certaine forme de renaissance, mais je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup de scepticisme dans la salle, étant donné les performances antérieures. Maintenant, je vais finir là-dessus. Pour le Québec, on est dans une autre situation parce qu'on a encore un potentiel hydroélectrique, on a un grand potentiel également éolien au Québec. On peut faire de l'efficacité énergétique, on peut faire de la réhabilitation de centrales, on peut faire de l'ajout d'équipements dans nos centrales. Donc, ce n'est pas la première solution qui doit être mise sur la table, mais il ne faut pas non plus l'écarter.
Pourquoi? Parce qu'on est au début de la transition énergétique. Et moi, ça ne m'apparaît pas approprié de dire, ben, on s'engage dans un vaste projet, puis on va déjà prendre un outil important, puis on va le mettre de côté, puis on va se lancer dans cette grande aventure, mais en mettant un outil de côté. Moi, je pense que le Québec doit faire une vigie active sur l'évolution des technologies des petits réacteurs modulaires et voir si peut-être, à l'horizon 2040-2050, ça pourrait être une solution pour combler les besoins dans certaines communautés. Puis en fermant la station Gentilly, est-ce qu'Hydro-Québec a vraiment jeté le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'Hydro-Québec a encore une expertise dans le domaine de la production de l'énergie nucléaire où les derniers spécialistes dans le domaine ont quitté la boîte au moment où Gentilly a été fermé? Est-ce qu'on serait en mesure finalement demain matin, si on voulait, de se relancer dans ce secteur énergétique-là? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre spécialisée? Ben, je rappelle quand même, la centrale a été fermée il y a déjà de bon nombre d'années. C'était notre seule centrale nucléaire. Ce que j'aime dire, c'est qu'on serait bien content aujourd'hui d'avoir cette centrale-là. C'était quand même de tête là, 600 mégawatts qu'on serait bien content d'avoir aujourd'hui et qui est une énergie fiable qui fournit en base. Maintenant, dans le contexte de l'époque, justement ce contexte ancien qu'on connaissait où on ne voyait pas vraiment une croissance de la demande. Hydro-Québec avait jugé bon à l'époque, j'étais dans l'entreprise à cette époque-là. Ben, on avait jugé, on s'était dit, bon, étant donné que la réfection va coûter très cher, puis qu'on n'est même pas sûr qu'on va en avoir tant besoin que ça, ben, finalement, on va fermer la centrale. Évidemment, a posteriori, on serait bien content de l'avoir aujourd'hui. Maintenant, quant à rétablir, à recommencer, je vous dirais, si c'était demain matin, vraiment demain matin, de façon littérale, il y a encore évidemment des gens là, qui ont de l'expertise au Québec, qui ont pris de l'âge, là, donc c'est pas une expertise qui serait abondante, mais plus on attend, plus c'est sûr que cette expertise-là et les chaînes d'approvisionnement qui sont nécessaires, ben, ils s'étiolent. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir faire une vigie très active du côté d'Hydro-Québec pour voir ce qui se passe en Ontario, pour faire en sorte que si effectivement on se lance là-dedans, ben, qu'on ne commence pas à zéro, qu'on ait déjà identifié des experts, des entreprises avec lesquelles on pourrait travailler pour mettre en place une première centrale nucléaire, petit réacteur modulaire de 300 mégawatts. Alors, la bonne chose, c'est que notre voisin, là, s'il n'est pas trop loin, là, on pourrait certainement piger des expertises et de l'appui de ce côté-là pour mettre en place une nouvelle industrie nucléaire au Québec. Ouais, merci. Eh bien, alors écoute, Yvan, on aimerait faire la transition, nous autres aussi, entre l'électricité et les métaux rares, les métaux qui rentrent un peu dans cette grande chaîne de la transition énergétique. Cette semaine, en Russie, c'est le sommet annuel des BRICS qui s'élargit à 5 autres pays, donc ils vont passer de 5 à 10 pays. Et la plupart de ces pays-là sont des producteurs de métaux rares ou importants dans la transition énergétique. Et ils risquent, entre guillemets, d'en contrôler une bonne partie. Est-ce que ça pose un problème pour les Occidentaux, pour le Canada en particulier, qui a quand même une grande industrie minière, ou bien on peut tirer notre épingle du jeu? En fait, c'est une excellente. Cette question des minéraux critiques pour la transition énergétique, c'est devenu une préoccupation, je pense, pas mal en haut de la liste de priorités des États, mais depuis seulement quelques années, on s'est un peu réveillé, éveillé à cette nouvelle problématique-là. Je vais quand même un petit peu donner de contexte pourquoi c'est devenu important, parce que les technologies bas carbone, les technologies de la transition énergétique, on parle des parcs éoliens, des panneaux solaires et des batteries. Ils requièrent beaucoup de minéraux. Donc, je donne un Oui, exemple. Un véhicule électrique, ça demande 6 fois plus d'utilisation de minéraux critiques qu'un véhicule à essence, notamment en raison de la batterie. Ben, si on veut réussir la transition, il faut avoir en disponibilité ces minéraux-là pour effectivement pouvoir réussir la transition. Et ça, c'est le premier enjeu. Donc, cette question qu'il en faut beaucoup plus et que donc, il va falloir mettre en exploitation davantage de mines. Et moi, j'aime toujours dire, je fais un pas de côté, j'aime toujours dire ce qui était assez formidable dans la transition, ben, enfin, un fait marquant de la transition, c'est que pour
pour se guérir, entre guillemets, des méfaits d'une industrie extractive, le pétrole, le gaz, le charbon, on doit avoir recours à une industrie extractive, les mines. Oui. Et donc, il va encore creuser dans le sol pour nous guérir des méfaits d'une industrie où on va piger les ressources dans le sol. Alors, et donc, cette transition-là donc, est forte consommatrice de minéraux. Est-ce qu'on va en avoir assez? Dans le sol, il y en a assez. L'enjeu, c'est l'exploitation commerciale de mines en quantité suffisante pour pouvoir fournir les besoins et combler les besoins de la transition. Puis, il faut se rappeler qu'une mine, ça prend quand même de 10 en 15 ans entre la découverte et l'exploitation. Donc, on ne peut pas avoir une disponibilité instantanée. Donc, ça, c'est déjà un premier enjeu, c'est la question de la disponibilité. Puis le deuxième enjeu, vraiment, autour des minéraux, c'est la question de la domination de la Chine, la domination absolument totale que s'est donnée la Chine dans les chaînes d'approvisionnement liées aux minéraux critiques. Alors, je m'explique. C'est pas tant que la Chine, dans son sol, a ces minéraux-là, c'est qu'elle s'est donné une domination complète dans le raffinage de ces minéraux. Je vous Voilà. donne des statistiques, c'est ce que je Jean-François. vérifiais. C'est ce que je vérifiais. On dit que la Chine possède 50% des réserves mondiales de terres rares et qu'en ce moment contrôle 97,3% de la production des terres rares à travers le monde. Voilà. Donc, effectivement, et c'est des chiffres similaires pour quand on parle du nickel, du cobalt et du graphite, etc. Donc, ce que la Chine a fait pendant les dernières années, où elle était devenue la manufacture du monde, nous, on a été, je pense, je caricature les Occidentaux, un petit peu centrés sur Made in China, c'est pas dans les Dollaramas de ce monde, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Les Chinois se sont aussi donné une domination complète dans les industries de l'avenir, donc celles, entre autres, liées à la transition énergétique. Alors, c'est bien beau d'avoir le minerai, il faut aussi le mettre Le le raffiné. raffiner, le modeler pour qu'il puisse être utilisé dans une batterie ou dans d'autres applications. Et ça, cette expertise-là, les Occidentaux, on l'a perdu. Et c'est la Chine véritablement qui est devenue le grand raffineur du monde. Donc, je vais donner des exemples. Les gens peut-être ne le savent pas, mais plus de la moitié des véhicules électriques dans le monde sont produits en Chine. 80% des panneaux solaires, tout le monde veut des panneaux solaires, on aime ça, c'est beau, c'est gentil. Mais si vous avez un panneau solaire au Québec, il y a 8 chances sur 10 qu'il soit produit en Chine. C'est la même chose également pour les batteries. Les batteries de véhicules électriques, on dit oui, c'est bien, tu as une voiture électrique, mais votre ami, probablement que sa batterie de voiture électrique, elle a été fabriquée en Chine. Donc, cette domination de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement reliées aux minéraux et aux énergies renouvelables, ça a commencé à préoccuper les Occidentaux depuis vraiment 2, 3 ans. D'ailleurs, il y a maintenant des alliances qui se sont faites entre les pays occidentaux. Les États-Unis ont initié en 2022 des partenariats dans lesquels fait partie le Canada et d'autres pays pour justement commencer à discuter puis se dire, ben écoutez, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? On a besoin de minéraux. Donc, il y a la question de la production, puis la question également de la Chine. Qu'est-ce qu'on fait pour se défaire de la domination chinoise? Puis je vais vous donner des exemples. En 2022, le président Biden a émis une directive présidentielle et qui disait, nous devons récupérer la maîtrise et le contrôle de ces approvisionnements-là. Et dans le titre de la directive, c'était explicitement dire pour se défaire de la domination chinoise. Même chose aussi en Europe. Il y a eu des programmes qui ont été adoptés pour dire il faut absolument que les Occidentaux se parlent pour réduire cette dépendance envers la Chine. On s'entend, tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Mais donc, c'est pour ça aussi qu'il faut initier ces efforts-là. Puis je terminerai justement là-dessus, qu'on a parlé au début de l'entretien de l'Inflation Reduction Act. Ben, ça aussi, l'Inflation Reduction Act, c'est pas juste une gentille loi pour aider les entreprises en énergie renouvelable. C'est aussi beaucoup une loi de géopolitique pour se défaire de l'emprise de la domination chinoise dans les technologies bas carbone. Et les Européens ont été obligés de faire la même chose. Également, le Canada, avec son budget d'avril 2023, a adopté des mesures aussi très avantageuses en faveur des énergies décarbonées. Et pourquoi on a parlé de tant d'usines à batterie au Québec? Bien, c'est la même chose. C'est cette même mouvance où on se dit, d'une part, l'économie de demain, c'est l'économie de la transition énergétique, puis d'autre part, qui la domine, c'est la Chine. Alors, il faut maintenant avoir des politiques industrielles
pour véritablement compétitionner la Chine. Donc, encore une fois, je pense qu'on a basculé dans une ère complètement nouvelle, un monde de libéralisation où maintenant l'économie était mondialisée. Maintenant, je pense qu'on est revenu à une nouvelle ère de plus plus nationaliste au retour des politiques industrielles pour justement donner un élan à cette énergie, à cette industrie de la transition énergétique, d'une part, pour faire sa place dans l'économie de demain, et d'autre part, pour se défaire de la domination de la Chine dans ces industries-là. Un commentaire là-dessus, puis ensuite je vous pose une question. Je dirais que peut-être le seul avantage comparatif que l'Occident possède à l'égard de la Chine dans ce domaine-là, c'est que la Chine n'est pas autosuffisante, elle est extrêmement loin d'être autosuffisante en matière de production de semi-conducteurs, des microprocesseurs. Aux dernières nouvelles, c'est une autosuffisance d'à peine 20% de leurs besoins. Donc les microprocesseurs sont produits aux États-Unis, mais aussi en Corée du Sud, à Taïwan également. Très Et bien. c'est un petit peu la thèse que j'ai, c'est que la Chine n'est pas prête, malgré son avantage en matière de contrôle des terres rares, non seulement des ressources elles-mêmes, mais du raffinage. Elle n'est pas prête à rompre immédiatement avec l'Occident parce que l'Occident possède encore cet avantage comparatif-là en matière de production de semi-conducteurs. La Chine est loin d'être autosuffisante. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la Chine non seulement contrôle la majorité des terres rares, mais cherche à accroître encore davantage son contrôle de ces matières-là. On voit que la Chine fait euh, des pas majeurs en direction de la Mongolie, ici du Kazakhstan, mais aussi du Vietnam, afin de s'accaparer aussi, contrôler autant que possible les terres rares qui se trouvent sur ces territoires-là. Puis en parallèle, le Vietnam, les États-Unis, le Vietnam, 60 ans plus tard, après la guerre du Vietnam, qui aurait pensé que le Vietnam est aujourd'hui un partenaire stratégique de première importance pour les États-Unis? Les États-Unis leur ont vendu des F-16 simplement parce que il y a des terres rares, une proportion assez significative des terres rares mondiales qui se trouvent au Vietnam. Et puis les Américains, s'ils voient que la Chine est en train de s'accaparer ces ressources-là, ils essaient aussi de s'en accaparer. Dans le commentaire, ma question, euh, est-ce que le Canada n'a pas le potentiel de devenir la mine de l'Occident en matière de minerais stratégiques? Si on avait la volonté politique de le faire, est-ce qu'on aurait la possibilité de se placer comme le premier fournisseur des États-Unis, des pays européens, seulement du bloc occidental, dans l'éventualité d'une rupture entre l'Occident puis le bloc illibéral contrôlé par l'axe Moscou-Pékin? Est-ce qu'on aurait cette capacité-là de pouvoir fournir au reste de l'Occident des ressources stratégiques pour l'économie du 21e siècle? Ben, c'est déjà le cas. Le Canada, c'est assez peu connu souvent, mais c'est une puissance minière, là. Quand on va en Afrique, c'est toujours surprenant de Ah voir oui. que une grande, grande partie des entreprises minières dans les pays africains, ce sont des entreprises canadiennes. Et le Québec aussi est une puissance minière. Donc, c'est clair que le Canada est extrêmement bien placé dans la transition énergétique parce que d'une part, notre électricité est en bonne partie, pas partout, décarbonée. Donc, c'est un avantage majeur pour attirer des entreprises qui veulent cocher la case puis se disent, nous, on veut une production décarbonée pour plaire à nos actionnaires, aux parties prenantes, etc. Ben déjà, le Canada, dans bien des provinces, a une énergie en partie, sinon totalement décarbonée comme le Québec. Donc, c'est un avantage majeur. Et également, pour les entreprises qui veulent produire des batteries, on le sait, ben, on a pu attirer des entreprises, oui, avec effectivement des avantages fiscaux très intéressants, mais également parce qu'on a des mines. On a la capacité de fournir les producteurs automobiles qui ont besoin de fabriquer des batteries d'avoir des batteries pour mettre dans les véhicules électriques, le Canada a effectivement ces capacités-là et ça fait partie clairement des avantages concurrentiels majeurs que le Canada et le Québec offrent actuellement à la communauté internationale. Et je dirais aussi que les États-Unis, clairement aussi, se sont retournés vers le Canada pour dire, ben, peux-tu parler avec vous pour qu'on puisse effectivement faire des alliances stratégiques pour la production et la fourniture de minerais? Mais on parle de mines à l'étranger, en Afrique, où il y en avait aussi Non, en là, je parle de mines ici au Canada, là. Canada. Absolument. Non, je parle de mines. Le potentiel minier du Canada est très important. D'ailleurs, c'est tellement le cas. Les gouvernements sont quand même, encore une fois, conscients de ça depuis
peu, mais le sont maintenant. Le Canada a une stratégie minière reliée à la transition énergétique et le Québec également a une stratégie minière reliée à la transition énergétique. Clairement, nous avons des avantages. Moi, je pense que l'épée de Damoclès, c'est véritablement la question d'acceptabilité sociale. C'est que Mm. les mines, c'est quand même dérangeant pour une communauté. C'est des gros trous là, que vous fabriquez, que vous creusez. C'est sûr que ça perturbe pas mal des communautés. Moi, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, on écoutait le Super Bowl avec des amis, puis il y a quelqu'un qui me dit, ah, moi, j'ai mon chalet depuis 30 ans dans X région du Québec, puis là, il y a une minière qui est arrivée, qui a causé un gros trou, donc ça perturbe la quiétude des gens, et puis c'est dérangeant. Alors moi, je pense que le principal enjeu, c'est pas tant la possibilité, la rentabilité économique, commerciale, théorique de ces mines-là, on a une capacité, mais c'est ce que les gens vont accepter d'avoir autant de perturbations potentielles à leur qualité de vie. Ça, c'est vraiment, à mon avis, peut-être l'enjeu principal là, pour l'exploitation du potentiel minier du Québec et du Canada eu égard aux besoins importants en minéraux de la transition énergétique. Ah, ben, c'est vraiment une plus-value qu'à la disposition du Québec, du Canada, dans le monde qui est en train de se dessiner devant nous. Ce serait, oui, effectivement, ce serait dommage de laisser passer cette occasion-là. Mais oui, effectivement, la question de l'acceptabilité sociale, parce qu'on voit aussi beaucoup d'images de mines en Afrique, par exemple, et puis d'une certaine C'est façon, les gens c'est- se disent, bon, on est chanceux c'est qu'ils ne soient pas, pas chez nous, c'est hein? pas toujours à notre avantage quand il y a Non. des minières canadiennes en Afrique. Écoute, Yvan, merci pour cette entrevue. C'était vraiment passionnant. Alors, félicitations évidemment pour cet article et à la prochaine. Ouais, on Ben, répète, merci beaucoup. merci. On répète, l'article est disponible sur le site du Corim, donc blog.corim.qc.ca. Écoutez, ben, j'espère que vous avez apprécié autant que nous cette discussion-là sur un sujet, encore une fois, qui, ma foi, est tellement important, mais dont on discute pas suffisamment des tenants et aboutissants du potentiel pour le Canada, à quel point la politique énergétique est en train de façonner la géopolitique du 21e siècle. Donc, j'espère que vous avez apprécié autant que nous cette discussion-là. Donc, écoutez, sur ce, on se dit au revoir et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle discussion en ma compagnie avec Jocelyn et on aura sûrement d'autres invités intéressants à vous faire découvrir la semaine prochaine. Alors, au revoir.